Avec le retour de François-Xavier Ouattard, avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre, cabinet d'avocats international présent dans une quarantaine de pays, c'est ça ? Une quarantaine de pays, mais nous avons 100 bureaux. Donc il y a plusieurs bureaux par pays. Donc évidemment, si vous êtes franchiseur, on attend vos questions sur ce sujet de développement international. Arthur, pourquoi ce sujet particulièrement ce soir ? Parce que déjà, la France est une terre de franchise avec des réseaux qui sont superbes et qui se développent de plus en plus à l'international. C'est un enjeu. On ne peut pas considérer la France comme un marché. Il faut le considérer tout de suite de façon européenne et puis préparer l'extension internationale parce qu'il y a des opportunités hyper importante dans plein de pays et on a beaucoup de pays qui envient nos marques françaises et qui ne demandent qu'à les faire venir. Donc c'est important de traiter ce sujet qui me semble de nécessité impérative pour la croissance de nos réseaux. Et aujourd'hui, c'est un réflexe de la part des réseaux de franchiseurs de se développer à l'international ou on est un peu à la traîne sur ce sujet du côté des réseaux français ? Non, mais alors déjà, il faut quand même repartir sur les principes de base. Il faut d'abord réussir dans son pays avant de penser international. Il faut quand même... C'est bon de le préciser. Ouais. Non, mais en fait, on en voit quelquefois qui disent moi j'ai déjà des ambitions pour l'Inde, le marché asiatique, etc. Non, mais en fait, il faut d'abord réussir la France pour réussir ailleurs. Donc c'est comme c'est le principe même de la franchise. On réussit son site pilote avant de le franchiser. Voilà, c'est un peu pareil en fait. Mais il y a un move en fait. On voit qu'il y a des investisseurs des investisseurs étrangers qui viennent en France. Clairement, on voit qu'il y a des investisseurs qui cherchent à appréhender aussi le marché européen. Je vois des Américains qui se disent mais comment je vais rentrer sur le marché européen par la France ? J'ai envie de rentrer en France, il y a des réseaux qui sont intéressants, mais derrière, comment je fais des effets de levier sur tout le marché limitrophe ? Alors François-Xavier, je suis franchiseur à la tête d'un réseau qui fonctionne bien, qui performe en France. J'ai envie de me développer à l'international. Par où je commence ? Eh bien, avant de planter son drapeau dans un pays étranger, il faut vraiment que j'insiste, comme l'a rappelé Arthur, c'est une question de bon sens. Il faut déjà performer dans son pays. Performer dans son pays, c'est être sûr de sa marque, avoir une marque suffisamment notoire, avoir une certaine rentabilité depuis des années, avoir cet avantage concurrentiel fort. Et ensuite, on pense étranger. Alors quand je dis on pense étranger, idéalement, c'est quand on construit son réseau, c'est déjà un peu de penser vraiment le coup d'après. Donc vraiment penser à se staffer suffisamment, penser à protéger sa marque en Europe, dans certains autres pays pour lesquels on a déjà des vues. Bref, c'est déjà de préparer un peu le terrain. Et une fois qu'en pratique, on est sûr de sa marque, de sa notoriété, etc., planter le drapeau ailleurs, déjà le plus facile, souvent, c'est de se développer un peu en escargot quand on parle de la France, c'est-à-dire les pays frontaliers. Donc les pays voisins comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal également bien sûr. Et puis ensuite, après, il y a une affaire d'opportunité aussi. Nous, on se rend compte que beaucoup de réseaux, s'ils se développent avec les pays frontaliers, souvent en fait c'est une question d'opportunité et ils vont avoir un futur ambassadeur. On parlera des types d'ambassadeurs qu'on peut avoir au Maroc, à Dubaï, en Tanzanie, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Donc d'abord, il y a deux questions essentielles à se poser. La première, c'est est-ce que je connais bien le marché dans lequel je vais m'implanter ? Parce qu'on ne s'implante pas dans une région de France comme on s'implante dans un autre pays, surtout quand il est de cultures différentes. Donc on va penser aux pays du Maghreb, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Ce sont des cultures différentes de nous. Alors certaines sont plus ou moins proches, plus ou moins voisines, évidemment, mais d'autres sont très éloignées de notre culture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien analyser par des professionnels du métier. Ça, c'est très très important. Une fois qu'on a analysé notre marché, on va analyser forcément un peu le maillage. Quel est mon potentiel dans ce pays? Parce qu'on peut très bien avoir un potentiel de 100, 200 franchisés en France et finalement que 20 dans un autre pays ou alors 400 dans un autre pays. Donc ça, c'est important de connaître ce marché. Ensuite, une autre question, c'est est-ce que j'ai des contraintes particulières législatives, jurisprudentielles éventuellement, dans un autre pays? Les règles ne sont pas toutes les mêmes. Les règles ne sont pas toutes les mêmes. Alors il faut savoir que nous, en France, on a la chance ou la malchance d'avoir un pays assez légiféré et donc on a beaucoup de contraintes par rapport aux autres pays. Ça, c'est une culture française, on va dire. Mais dans d'autres pays, souvent, beaucoup de franchiseurs vont vouloir imposer la loi française à leur contrat de franchisé ou master franchisé dans d'autres pays. On peut le faire. On peut très bien avoir des contrats soumis à une loi française, voire même à des tribunaux français, ça c'est possible. Mais il y a des pays dans lesquels il y a des dispositions qu'on va appeler impératives. Et c'est là que nous, on est content de faire partie d'un cabinet qui a plusieurs bureaux, parce que ces dispositions impératives, malheureusement, je ne peux pas toutes les connaître. Et donc on fait toujours appel à nos associés locaux pour connaître des lois qu'on ne peut pas outrepasser. Ça, c'est extrêmement important. Je vais donner un parallèle avec la France. Si des franchiseurs souhaitent s'importer
en France leur concept. Eh bien, par exemple, vous ne pouvez pas passer outre le DIP. Le DIP, c'est issu de la loi Doubin, c'est une disposition dite impérative, dite d'ordre public, et donc vous ne pouvez pas ne pas donner de DIP, y compris si vous avez soumis votre contrat à une loi américaine, suédoise, peu importe la loi. Donc ce sont des dispositions impératives. Une fois qu'on a répondu un peu à ces deux questions, il va se poser le choix de l'ambassadeur. L'ambassadeur, qui ce sera? Qui va représenter ma marque dans un autre pays? Eh bien, on a plusieurs choix. Le premier choix, c'est le choix, on va dire, le plus... Alors, le facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le choix qu'on va piloter à 100%, c'est finalement une succursale. On va créer une filiale dans un autre pays que je vais piloter à 100% avec une personne locale ou pas. Ça, c'est, on va dire, le franchiseur va maîtriser complètement son unité à l'étranger. Ça se fait, c'est pas toujours le cas, mais ça se fait. Ensuite, il y a l'effet d'opportunité, un salarié en interne ou un franchisé français qui veut s'exporter à l'étranger ou une rencontre, tout simplement, la vie est faite d'opportunités, donc nécessairement, on peut avoir une belle rencontre dans un autre pays, et lui, il va être juste franchisé. Donc, il va ouvrir un commerce avec évidemment ma marque, et il va diriger son commerce dans la ville donnée. Mais il n'a pas forcément pour vocation de développer le réseau dans le pays donné, puisque là on va tomber sous le coup de ce qu'on appelle la master franchise. Et le master franchisé, eh bien en fait c'est le franchiseur à l'étranger, c'est l'émanation du franchiseur à l'étranger. Et là, nécessairement, on va se poser beaucoup de questions sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis une dernière façon aussi de s'exporter à l'étranger, c'est finalement de s'associer. On va trouver quelqu'un et puis on va s'associer avec cette personne et puis on verra derrière si on lui laisse son indépendance en lui revendant ses parts et qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Donc après, évidemment, il y a plein d'erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez qu'on aborde... Ah bah justement, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde cette question, mais avec des exemples concrets. Des cas de figure que vous avez, vous, rencontrés d'erreurs commises par des têtes de réseau. La première erreur, elle va faire écho à ce que j'ai dit en introduction, c'est de ne pas connaître suffisamment la culture du pays, les traditions du pays, les préférences du pays. Il y a des pays pour lesquels vous aurez, si on parle de restauration rapide, c'est des concepts qui s'exportent finalement assez bien, la restauration rapide, il y a des pays dans lesquels vous aurez des contraintes alimentaires, vous aurez des préférences, des restrictions, vous aurez des gens qui mangent très pimenté, moins pimenté. Vous allez en Thaïlande, si vous avez une cuisine qui n'est pas à minima avec une option pimenté, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est important de s'imprégner de l'ADN du pays pour correspondre. L'idée, ce n'est pas de trahir l'ADN de sa franchise, c'est simplement de l'adapter sur certains petits points. Si vous regardez des franchises un peu qu'on cite souvent, des franchises cas d'école, comme McDonald's, vous retrouverez toujours les recettes traditionnelles dans les pays, mais vous retrouverez aussi une ou deux recettes propres au pays. Donc ça, c'est important de vraiment de garder son ADN, garder ce qui a fait la réussite de sa franchise, mais de l'adapter aux couleurs locales. Donc là, pour parler des erreurs à ne pas commettre, donc si vous ne vous adaptez pas à ça, ça peut être l'échec garanti. Donc ça, c'est important. Ça peut mettre des questions de couleur, par exemple, des questions de couleur de la franchise, de la marque, etc. Il y a des couleurs qui portent malheur, enfin, il faut le savoir, dans certains pays. L'autre erreur qu'on peut commettre, c'est d'aller trop vite. C'est d'aller trop vite par effet d'opportunité, tout simplement, en fait. Vous avez une opportunité qu'un franchisé qui a l'air, ou un master franchisé qui a l'air extraordinaire, vous voulez très 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 vite contractualiser parce que vous sentez qu'il peut développer le pays, et ça peut être souvent vrai d'ailleurs, mais vous en oubliez de faire un contrat un peu sur mesure. Parce que déjà, nous, on dit que les contrats en droit français, franchiseurs, franchisés français doivent être sur mesure, mais avec un master franchisé, ça va bien au-delà, puisque au-delà des critères classiques dont on a parlé lors de la dernière intervention, vous aurez aussi nécessairement le partage de la valeur. Est-ce que le master franchisé aura suffisamment de moyens matériels, humains, logistiques, informatiques, partagés ou pas avec le franchiseur, mais tout ça doit être réglé très en amont. Et c'est des discussions qu'on ne fait pas en 5 minutes nécessairement. Vous aurez aussi, et ça c'est hyper important, si vous avez un master franchisé, que se passe-t-il si on rompt le contrat ? De manière amiable ou de manière contentieuse ? À qui appartiennent les franchisés ? Qui va les gérer ? Comment gérer un réseau à l'étranger ? Et j'apprends rien à personne que de gérer à 5000 km de distance un réseau et à 10 km, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Arthur. Et en complément de ce que dit François-Xavier, je crois que évidemment se développer à l'international, ça se prépare, mais et donc ça se budgète en fait. Clairement, il faut faire attention à ça parce que les coûts peuvent être vraiment importants, des coûts juridiques, ne serait-ce que les honoraires d'avocat, ils diffèrent d'un pays à l'autre. Et puis ça peut être beaucoup en fait. Le coût de recrutement, c'est aussi des coûts qui sont extrêmement importants. Il y a des coûts d'aller-retour, de déplacement, etc. Donc faut pas se rater parce qu'on en a vu quelques-uns. Faut pas se rater.
compléter, et pour compléter également quelque chose qu'on sous-estime parfois, et Arthur vient de me tendre la perche, c'est les allers-retours. Parce qu'un réseau, c'est un réseau qui est animé. Donc il faut un animateur de réseau. Alors peu importe qui c'est, ça peut être la tête de réseau lui-même comme un animateur, mais il va falloir pas tout faire en visio. Il faut aller sur place. Est-ce que le concept est bien respecté? Si c'est un concept de restaurant, est-ce que l'hygiène est impeccable? Il faut que l'hygiène soit la même dans ce pays qu'en France. Bref, il y a énormément de contraintes liées à l'animation du réseau. Et animer un réseau à 5000 km de distance, c'est pas la même chose. Alors, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais quand même qu'on soit positif, finalement. Et j'aimerais que vous nous racontiez, citiez des exemples de belles réussites de réseaux qui se sont développés à l'international. Et en fait, les clés du succès aussi, des clés de cette réussite. Alors, les clés du succès, c'est l'anticipation. Ce sont des personnes qui, avant même d'avoir eu des opportunités, se sont penchées sur le développement à l'étranger. Comment on va faire? Dans quel pays on souhaite s'implanter en premier? C'est pas d'improvisation, hein. Pas d'impro. Alors, forcément, j'allais sur une note d'optimisme. La fin de l'intervention, pour moi, c'est dire aussi ne gâchons pas les opportunités. La vie, encore une fois, est faite de rencontres. On a de très belles opportunités. Il faut les saisir. Et les réseaux sont faits aussi d'entrepreneurs qui ont une vision long terme et avec des opportunités qui ont fait la réussite de leur réseau. Mais évidemment, il y a eu énormément de success stories. Les gens qui se sont bien préparés ou qui ont bien recruté et qui se sont préparés un petit peu après. Ça, c'est des choses fantastiques. Quand vous vivez avec un réseau qui s'exporte, que vous vivez cette exportation et avec un contrat qu'on fait, entre guillemets, encore une fois, sur mesure, vous parez à toutes les difficultés possibles. Et ça, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont extrêmement attractifs en dehors des pays européens. Je vais citer le Brésil, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, les Dom-Tom, bon, bien sûr. C'est extrêmement attractif de voir que beaucoup de franchisés dans le domaine de l'hôtellerie, le domaine de la restauration rapide, la prestation de services, s'en sortent extrêmement bien et connaissent un développement florissant. Par contre, quand vous mettez le doigt dans l'international, c'est comme une drogue. Et après, vous voulez développer autant de pays qu'il en existe. Un exemple d'un réseau qui a vraiment bien réussi et ce qu'il a mis en place. Alors vous avez, sans citer le nom, mais alors les réseaux dans le domaine de l'hôtelier, si vous prenez les mastodontes de l'hôtellerie, non seulement ils ont réussi à s'exporter, et puis ils s'empruntent de la culture locale. Il y a des pays dans lesquels c'est des grands hôtels, des plus petits hôtels, des boutiques hôtels, des hôtels all-inclusive, pas all-inclusive. Et là, si vous regardez, sans citer de nom, les plus grands hôtels, y compris sociétés du CAC 40, vous aurez des success stories parce que l'international permet aussi de la créativité et vous arrivez à créer de nouvelles marques qui s'adaptent à la culture locale. Arthur, aujourd'hui, l'Express Franchise est présent dans 5 pays, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Canada et Belgique. Toi, tu fais le constat aujourd'hui qu'il y a aussi des pays qui ont une culture franchise et d'autres pas. Ouais, alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces pays, c'est intéressant de comprendre comment on est vu, nous, en France, en fait, aussi. Et clairement, en fait, on sait que la France est un pays extrêmement sérieux en matière juridique, de législation, de droit de la franchise. Il est communément accepté, connu, su que tout ce qui est fait en France est extrêmement bien cadré. Donc quand on arrive dans un pays et qu'on vient de la France, en fait, il y a une bonne presse, en fait. Clairement, on sent ça. En fait, on le voit bien en Italie, en Espagne, au UK, qu'on a démarré récemment. On est quand même très bien accueillis, en fait. C'est un bon passeport. Et le marché français intéresse les franchiseurs d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne. Oui, mais parce qu'on est la porte d'entrée vers l'Europe, en fait. Même si on n'est pas un pays anglophone, pour ces raisons-là, on sait que les réseaux français sont extrêmement sérieux, encadrés. Donc c'est une porte d'entrée vers le marché européen. François-Xavier ? Ah oui, j'abonde dans le sens d'Arthur. Évidemment, c'est vraiment une porte d'entrée pour l'Europe, pour tous les franchiseurs. C'est plus difficile pour eux de s'importer ici. Pourquoi ? Parce que nous, on a une législation qui est assez dure. Donc, ils n'ont pas toujours la maîtrise, la connaissance. Donc, pour eux, mince, pour le coup, je ne pensais pas que c'était aussi contraignant. Mais c'est des gens d'expérience. Donc, finalement, la contrainte, ils s'y font très bien. Par contre, pour les Français qui vont à l'étranger, c'est souvent plus souple pour eux. Mais ce n'est pas parce que c'est plus souple qu'ils ne font pas la même chose qu'en France. C'est pour ça que ce que dit Arthur est tout à fait vrai. C'est que finalement, qui peut le plus peut le moins. Et, voilà. Et s'exporter à l'étranger pour des Français qui sont bien préparés, c'est souvent une réussite. Arthur, pour une fois que le législateur œuvre pour l'économie. Pour l'économie, on ne va pas s'en plaindre.
En tout cas, si vous souhaitez vous développer à l'international, évidemment, et ça sera le conseil du jour et un peu en forme de conclusion, François-Xavier, il faut se faire accompagner, clairement. Il faut bien se faire accompagner. Voilà, et puis il y a des médias aussi, comme la plateforme L'Express Franchise, qui peuvent également vous accompagner dans votre développement à l'international. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci Christophe, merci Arthur. Merci, on était ravis de vous avoir.